Bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Depuis plusieurs années, le commissariat à la sécurité alimentaire, CESA, joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire, un pilier majeur du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Dans ce cadre, le CESA vient de lancer un nouveau programme ambitieux, le programme de résilience alimentaire pour le centre et l'est de la Mauritanie, PRACEM. Pour mieux comprendre les enjeux du PRACEM et plus largement le rôle du CESA dans la stratégie de développement du pays, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau M. Moulay Saïd Baba Aynina, qui est directeur de l'Observatoire de la sécurité alimentaire, du suivi et de l'évaluation au commissariat à la sécurité alimentaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et nous avons à ma gauche M. Sid Ahmed Teguedi, qui est le directeur de la résilience et des projets communautaires au commissariat à la sécurité alimentaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Baylaba qui revient sur le temps fort du lancement du programme de résilience alimentaire pour le centre et l'est de Mauritanie. La réunion du comité de pilotage vise à lancer le projet de résilience alimentaire au centre et à l'est de la Mauritanie. L'objectif est de soutenir la sécurité alimentaire avec un budget de 3 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,3 milliard d'Ansénouguia, en plus de conclure le programme d'amélioration de la production agricole au centre et à l'est de la Mauritanie. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mitratri, de déclarer que cette rencontre représente un moment important dans l'engagement commun en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable dans le centre et l'est de la Mauritanie. Elle a indiqué que cela constitue l'occasion de lancer officiellement le projet de résilience alimentaire dans le centre et l'est de notre pays. Elle a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche qui met l'accent sur la mise en œuvre de petits projets intégrés comme pôle de développement autour des écoles, contribuant à renforcer la sécurité alimentaire, lutter contre le décrochage scolaire et augmenter la production agricole. Ainsi, cette rencontre est considérée comme une nouvelle étape dans la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l'Italie dans le domaine de la sécurité alimentaire. Vous savez qu'ils sont à l'étude maintenant d'autres programmes en partenariat avec la coopération italienne. Les plus importants sont PAPACEM 3 et je dois dire que c'est l'un des meilleurs programmes, des plus complets qu'on a reçus jusqu'à présent. L'autre nouvelle, ça vous sera annoncé, bonne nouvelle, positive, ça vous sera annoncé par monsieur le directeur de la coopération de Dakar, monsieur Grandi, que bientôt la coopération de Dakar va ouvrir son bureau à Nouakchott. A noter que les vilayas du Hotel Sharqi, Hotel Harbi, Assaba et Tagant bénéficieront de ce programme à travers des projets agricoles et des activités génératrices de revenus. Merci pour ce reportage. Alors, M. Moulay, nous avons suivi ensemble ce reportage qui parlait récemment, qui revenait sur le programme de résilience que nous allons développer dans ce sujet. Alors, ce qui me ramène à vous demander quelle est aujourd'hui la vision globale du CESA en matière de sécurité alimentaire à l'échelle nationale. D'accord. Merci beaucoup à la télévision mauritanienne de nous donner cette opportunité pour parler un peu de la stratégie du commissariat à la sécurité alimentaire et de sa mission. La stratégie du CSA pour assurer une sécurité alimentaire aux populations vulnérables repose sur une politique d'anticipation et de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles. Comme vous le savez, notre pays est un pays du Sahel, confronté à des aléas climatiques, à des sécheresses récurrentes, mais aussi à cause de ce climat, nous ne produisons pas suffisamment ce que nous consommons. Donc nous faisons recours à des importations massives de produits alimentaires de l'extérieur. Donc on est
ont subi la fluctuation des prix au niveau mondial. D'accord. Également, il y a la disparité des régions et la pauvreté qui touche de grandes zones aussi bien en milieu rural et en milieu urbain. Tous ces facteurs font que la sécurité alimentaire de nos populations, surtout les plus vulnérables, est souvent menacée par des chocs exogènes qui peuvent perturber la consommation des plus vulnérables. Par exemple, quand il y a une hausse importante des prix, quand il y a une sécheresse, quand la production agropastorale n'est pas suffisante, la Mauritanie peut subir une crise de sécurité alimentaire. Donc, le rôle principal du commissariat à la sécurité alimentaire, c'est d'anticiper ces crises alimentaires et éviter aux populations les plus vulnérables d'avoir des difficultés à accéder à une alimentation régulière et suffisante. C'est le principal rôle du commissariat à la sécurité alimentaire. Donc, pour assurer cette mission principale, le commissariat à la sécurité alimentaire doit anticiper et éviter les crises alimentaires et nutritionnelles. Comment on peut anticiper les crises? On peut anticiper les crises à travers un suivi régulier de la situation alimentaire des populations. Les enquêtes que mène le commissariat à la sécurité alimentaire, les enquêtes ménages pour s'assurer de la consommation des ménages, c'est un suivi régulier des conditions de vie des populations et qui permettent de déclencher au moment opportun la réponse quand il y a un risque élevé de dégradation de la situation alimentaire. Le CSA a pour devoir d'informer le gouvernement et les partenaires et de déclencher la réponse. Ça, c'est le premier élément d'anticipation des crises alimentaires, éviter qu'elles surviennent. Suivre la situation de loin et à chaque fois qu'il y a un risque, avertir le gouvernement. Donc le CSA aussi gère ce qu'on appelle un stock national de sécurité. C'est un stock permanent de sécurité en céréales qui est toujours présent et qui assure un peu une réponse quand il y a une crise. Mais également tout ce que nous avons comme camions de transport, tout ce qu'on a comme magasins au niveau répartis sur l'ensemble du territoire aussi, c'est un élément d'anticipation et de prévention des crises parce qu'il nous permet d'intervenir rapidement. Donc ça, c'est la politique d'anticipation du commissariat à la sécurité alimentaire. Donc je vais m'élargir un peu sur les autres missions du commissariat à la sécurité alimentaire. Donc je disais que chaque année, le commissariat suit régulièrement la situation des populations et quand il y a besoin de faire une réponse, une assistance alimentaire aux plus vulnérables, il déclenche une réponse. Nous faisons ce que nous appelons un plan national de réponse concerté avec tous les partenaires multisectoriels et nous mobilisons les ressources pour ce plan et nous mettons l'action, l'aide aux populations. Le commissariat aussi a pour rôle de, bien sûr, apporter l'aide d'urgence aux populations qui sont en insécurité ou qui sont à risque d'insécurité alimentaire, mais aussi assister les populations victimes des catastrophes, les sinistrés. Par exemple, quand il y a des inondations, quand il y a déplacement des populations, le commissariat apporte les premiers kits de secours, le matériel de secours, les tentes, les nattes, les couvertures, mais aussi les produits alimentaires. Le CSA aussi fait de la lutte contre la malnutrition infantile. C'est les enfants de 0 à 6. Vous savez que pour un enfant avant l'âge de 6 ans, la nutrition est très importante parce que quand il grandit avec une situation de malnutrition, il peut avoir des séquelles à vie. Donc le CSA lutte aussi contre la malnutrition infantile à travers la prise en charge des enfants identifiés comme malnutris. Nous avons des farines enrichies spéciales pour ça, pour guérir les enfants. Donc ça, c'est tout ce que nous faisons en termes d'aide aux populations les plus vulnérables. Le CSA aussi a une autre mission, c'est de renforcer le pouvoir d'achat des populations les plus démunies pour accéder à une alimentation régulière à travers la vente subventionnée des produits alimentaires. Donc ça aussi, c'est une mission du CSA, ce que vous voyez, les boutiques témoins, l'opération Ramadan. Le commissariat a aussi le rôle de renforcer la capacité des communautés vulnérables à faire face aux chocs. C'est ça l'objet de notre émission aujourd'hui, c'est renforcer les populations locales, les doter des micro-projets de développement qui leur permettent d'améliorer leur production
et d'optimiser leur production avec les changements climatiques pour pouvoir mieux profiter des pluies, etc. Donc le directeur de la résilience vous en parlera. Et on finance aussi des AGR non liés au climat pour pouvoir assurer un revenu régulier aux populations, même quand il n'y a pas eu de pluie. Enfin, je ne veux pas être trop long. Le CSA, comme vous le savez, assure la logistique. Comme je vous ai dit, le stockage et le transport des produits alimentaires, surtout pour les programmes sociaux, c'est une mission qui a été confiée par le gouvernement au CSA. Donc tous les programmes sociaux du gouvernement sont exécutés par le CSA. Le CSA met en œuvre, même si ça dépend d'autres ministères. Par exemple, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous mettons en œuvre le programme des cantines scolaires. C'est nous qui nous transportons, c'est nous que nous stockons. Okay. Pour les programmes des intrants agricoles, pour améliorer la production au niveau de la vallée, les riz, nous, c'est le CSA qui met en œuvre ce programme de vente subventionnée des intrants agricoles. Pour le programme des boutiques Temouine, aussi, qui est un programme d'État Azur, mais c'est le CSA qui approvisionne les boutiques et qui transporte, qui stocke. Et enfin, quand il y a une sécheresse grave, où le bétail est menacé et qu'il faut faire une vente subventionnée d'aliments de bétail aux éleveurs, c'est le CSA aussi qui assure la mise en œuvre de ce programme. Donc le CSA aussi, en plus d'avoir 2 missions propres à lui, assiste les autres départements dans les programmes sociaux. Justement, nous allons en revenir pour un peu détailler tout ce que vous venez de dire. Je me tourne vers vous, M. Sid Ahmed. Alors, nous avons parlé du PRASEM lors de mon introduction, justement. Alors, comment vous pouvez nous présenter les grandes lignes de ce PRASEM, justement, et les priorités, bien sûr, qu'il entend adresser dans le wilaya concerné? Merci à la télévision d'avoir donné cette opportunité pour faire connaître un aussi important programme que le PRASEM, financé par un aussi bailleur qui est la République d'Italie, qui a accompagné la Mauritanie depuis très longtemps dans son parcours de développement. Le PRASEM, c'est l'abréviation du programme de résilience alimentaire dans le centre est mauritanien. Et c'est un projet qui intervient dans le centre est mauritanien, à savoir les wilayas de Hod, la Saba et le Taga. Et pourquoi spécialement il intervient dans ces régions? Parce que le PRASEM s'intéresse au monde rural. Et ces wilayas englobent à elles 44% de la population rurale de la Mauritanie. Ce qui veut dire que ce choix n'était pas un choix fortuit. Il intervient dans ces wilayas avec un financement sur 3 ans de 3 millions d'euros. Il a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et l'incitation à la scolarisation des enfants. Donc, il opte pour l'amélioration des conditions de vie, inciter les populations à travers des micro-projets de développement qui vont générer une production, et la production soutenira les familles en difficulté d'accompagner leurs enfants dans leur cursus scolaire. Donc, c'est ça essentiellement l'objet de la mise en place du PRASEM dans cette zone. D'accord, vous venez de le dire, vous avez parlé de l'éducation, qui est un centre d'intervention. Alors, comment ce programme mise sur des pôles de développement autour des écoles? Oui. Ce programme mise à réaliser des infrastructures autour des écoles pour double objectif, voire triple. Premièrement, pour en faire de l'école un acteur de développement local. Deuxièmement, pour avoir un ancrage pour ces activités durables dans le temps. Donc, l'ancrage, la pérennité et l'appropriation de la population sera assurée si on réalise ces projets de façon concertée autour des écoles qui bénéficieront à des collectivités stables et régulièrement
régulièrement assises dans leur trottoir. Donc présentes sur leur trottoir. D'accord. Alors je reviens avec M. Moulay. Alors nous avons parlé tout à l'heure du changement, où vous avez même énoncé que ça dépend quand il y a par exemple la saison des pluies, quand il y a des catastrophes. Alors dans certaines zones, par exemple les zones les plus arides, est-ce que le CSA, comment il arrive à adopter une stratégie face à ces effets climatiques? D'accord. Donc la mission du CSA a évolué avec le temps. Comme vous le savez, le CSA, à sa création, en 1982, il était destiné juste pour apporter une aide alimentaire aux populations en insécurité alimentaire. Mais avec le temps, le CSA, la mission du CSA a évolué. D'accord. Et depuis qu'il y a eu ces changements climatiques et qu'il y a une récurrence de sécheresse, nous nous sommes rendus compte que l'aide alimentaire ne suffit plus à sortir les populations vulnérables de la problématique de l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi le CSA s'est orienté massivement ces dernières années vers les micro-projets de développement et les activités génératrices de revenus. Donc il y a eu des multitudes de typologies de micro-projets qui ont été développés, beaucoup de typologies nouvelles qu'on ne connaissait pas, qui ont été développées, et des activités génératrices de revenus qui ne sont même pas liées au climat. Par exemple, le directeur peut en parler, mais il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, les boutiques, les AGR, toutes sortes d'AGR qui peuvent toucher toutes les zones. Donc voilà la nouvelle orientation. Je peux dire que ces dernières années, on a vu que continuer à apporter de l'aide, parce qu'avant c'était une sécheresse chaque 5 ans, chaque 6 ans. Maintenant c'est trop récurrent. Et donc ça a des conséquences qui s'accumulent. Et donc l'aide alimentaire toute seule n'arrive plus à résoudre la problématique. Donc on s'est orienté beaucoup sur la résilience, le renforcement de la résilience. Et puis aussi, même il y a des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau, ils ont fait des seuils de ralentissement. Même quand il y a un peu d'eau, ils réussissent quand même à s'aimer. Ils ont fait des barrages pour retenir de l'eau, même s'il y a un peu de pluie, on peut quand même cultiver. Ils ont fait beaucoup de typologies de résilience. Le directeur peut en parler plus que moi. Et d'accord, l'autre forme des effets du changement climatique, c'est les inondations aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'inondations. Maintenant, avec le changement climatique, on peut rester toute une saison sans avoir la pluie et avoir une pluie de 100 mm ou 150 mm en une journée. C'est ça les effets du changement climatique. Donc le CSA a été obligé de s'adapter à ça. Donc maintenant, on a un fonds spécial destiné aux catastrophes, aux inondations. Un fonds monétaire qui existe, un stock de sécurité monétaire qui existe uniquement pour les fonds. On a aussi fait des stocks de matériel de secours à proximité. Maintenant, chaque wilaya a son matériel de secours à proximité. Des tentes, des nattes, des ustensiles, des produits d'hygiène. Et quand il y a une inondation, le CSA maintenant peut intervenir à moins de 24 heures. Il peut aller secourir, déplacer les populations, les mettre en lieu sûr, leur donner les kits de vivres, les kits de secours, etc. Donc voilà les deux grands effets du changement climatique avec lesquels le CSA a pu s'adapter. Et pour les stocks alimentaires stratégiques, comment ils sont-ils gérés pour gérer l'urgence, par exemple? Le stock alimentaire stratégique, donc le stock national de sécurité, vous parlez du stock national de sécurité. Donc le stock national de sécurité, c'est des stocks qui sont destinés à prévenir une pénurie grave pour tous les pays. D'accord. Donc c'est des stocks qui sont destinés pour prévenir la rupture de l'approvisionnement du pays, comme ce qui s'est fait en 2022. D'accord. Ce qui s'est fait en 2022, il y avait la guerre en Ukraine et que le pays n'arrivait pas à importer. Donc cette année, en 2022, le CSA a géré un stock de 150 000 tonnes de blé. Et il l'a gardé à peu près pendant un an jusqu'à ce que la crise s'est... Et donc, il a gardé un stock de 150 000. Donc, les stocks sont destinés à ça. Malheureusement, nous, chaque année, on a un fonds de l'État pour renouveler notre stock. Mais malheureusement, actuellement, dans notre situation actuelle, on ne peut pas garder... Le stock est surtout en céréales et on ne peut pas garder les céréales au-delà de 6 mois. Nos structures de stockage, nos magasins actuels ne permettent pas de garder des stocks au-delà de 6 mois. C'est pourquoi nous sommes obligés à chaque fois de renouveler le stock
À chaque fois, quand on a un stock, on le distribue et on achète un nouveau stock de sécurité. D'accord, mais pas de grandes quantités. Nous sommes en train actuellement d'étudier la possibilité d'avoir des silos. Parce que la crise d'Ukraine nous a montré quand même qu'on était fragile sur la problématique de stockage. Nous avons beaucoup de magasins, une grande capacité de 250 000 tonnes de stockage, mais à courte durée. Donc pour avoir des stockages à longue durée, il faut des silos. Et le CSA, silos, c'est des structures où on met le blé et le riz en vrac, pas en sac. Dès qu'on met les céréales en sac, ils deviennent périssables. Mais quand on les laisse en vrac, ils peuvent faire 2, 3 ans, 4 ans. D'accord. Donc le CSA est en train d'étudier avec les partenaires pour pouvoir construire des silos de 30 000, 40 000 tonnes. Et dans ce cas, on peut vraiment parler de stock permanent de sécurité. Maintenant, on a juste des stocks de sécurité pour nous permettre qu'il n'y ait pas une rupture dans l'aide alimentaire aux populations. À chaque fois qu'il y a une urgence, on peut la déclencher avec les stocks. Mais on n'a pas les stocks qui peuvent protéger le pays contre une rupture totale de l'approvisionnement. Ok. Alors, M. Sid Ahmed, je reviens vers vous pour vous demander la logique d'intégration entre production agricole, sécurité alimentaire et éducation dans ce projet PRASM. Bon, le projet PRASM vient corriger certaines anomalies d'autres programmes qui l'ont précédé et qui consistaient à faire un saupoudrage d'activités et des interventions isolées, des interventions et des approches cloisonnées. Donc le PRASM vient faire un ensemble d'activités qui va les rendre mutuellement soutenables et qui va aussi maximiser leur impact sur les populations cibles. Et si on voit par exemple l'approche, la relation systémique entre l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'éducation, on voit que les projets de développement génèrent une production. La production alimente l'école et par ricochet améliore les conditions de vie et des revenus des populations, des familles, des parents d'élèves. Et par voie de conséquence, améliore l'état sanitaire et nutritionnel des enfants. Donc, ils insistent à fréquenter l'école. Donc, vous voyez que la relation est systémique entre ces trois interventions. Donc, c'est pour cela le PRASM est venu choisir un pôle de développement intégré au lieu de faire des projets isolés et séparés. Parce que l'impact est systématique et il converge vers le résultat, l'objectif principal du projet qui est l'incitation des enfants à aller à l'école et l'accompagnement de leurs parents, l'accompagnement des parents d'élèves pour pouvoir envoyer leurs enfants dans l'école et les accompagner jusqu'à la fin de leur cursus, au moins fondamental. Alors justement, restons dans les bénéficiaires. Comment vous ciblez vos bénéficiaires? Sur quels critères et comment sont sélectionnés justement? Justement, les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d'une carte de vulnérabilité géographique qui est préalablement établie par la direction de l'Observatoire à la sécurité alimentaire. Elle établit une carte de vulnérabilité de l'ensemble de la zone d'intervention du projet. Et par la suite, des missions de terrain partent sur le terrain et ils visent les populations sédentarisées, les collectivités sédentarisées et qui ont un effectif, qui ont mis une école de collectivités sédentarisées, qui ont une école et cette école renferme un effectif scolaire moins supérieur au moins ou égal à 30 enfants. Ok. Alors, M. Moulay, peut-être que vous allez un peu parler de cette carte. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis un certain moment, nous avons adopté une politique d'anticipation et de gestion efficace de la réponse.
Donc, les interventions ne se font plus aléatoirement, mais c'est des interventions bien étudiées et bien orientées. Donc, comme je l'ai dit, la direction de l'Observatoire est la direction qui est chargée d'étudier la vulnérabilité et de prévenir les crises. Donc, chaque année, on a des enquêtes de sécurité alimentaire. Nous suivons une batterie d'indicateurs qui sont liés, comme je vous l'ai dit, au prix, au déroulement de la saison de l'hivernage, aux conditions agropastorales, à la malnutrition des enfants, etc. C'est une batterie d'indicateurs qui nous permettent chaque année d'établir une carte de vulnérabilité. Chaque Muqata'a est classifié en phase 1, 2, 3 jusqu'à 5. D'accord. Donc de la phase minimum à l'extrême. Heureusement pour la Mauritanie, on n'a pas les phases extrêmes qui sont les famines, les crises, les urgences, etc. On a souvent la phase 1 qui est normale, où la Muqata'a n'a pas de problème. La phase 2 qui est sous pression, c'est-à-dire qu'il y a des petites difficultés à ce que les gens s'alimentent. Et la phase 3 où il y a un nombre de personnes qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Donc chaque phase a une couleur. Le vert pour la phase minimale, donc il n'y a pas de problème. Le jaune pour la phase sous pression et l'orange pour la phase crise. D'accord. Et donc c'est ça la carte de vulnérabilité. C'est cette carte qui nous permet d'évaluer le nombre de personnes en insécurité alimentaire. Chaque Muqata'a, on connaît le nombre de personnes en sécurité alimentaire et on a la priorisation des Muqata'a. On commence bien sûr par les zones en phase 3, parce que c'est là où il y a le plus d'urgence. Et après, il y a des actions qui sont orientées vers les zones en phase 3, il y a des actions qui sont orientées vers les zones en phase 2. Et généralement, les zones en phase 3, ils profitent de la vente subventionnée, etc. Mais il n'y a pas des activités de réponse globalement. Voilà globalement. Donc, toutes les actions que le CSA mène, les cibles et les planifie sur une base scientifique qui est reconnue mondialement et qui est la cartographie de la vulnérabilité. Comment le CSA arrive à travailler avec ses partenaires, c'est-à-dire les ministères de l'agriculture, de l'éducation ou même de l'hydraulique? D'accord. Donc le gouvernement depuis 2021 a confié, parce que vous savez avant, les efforts étaient dispersés, les diagnostics n'étaient pas les mêmes, chacun faisait les projets, les interventions sur la base de ses statistiques propres, sans se concerter avec les autres. Et donc après ce constat, le gouvernement en 2021 a choisi de mener une politique, comme je l'ai dit, d'anticipation et de coordination pour l'efficacité de la réponse. Donc il a créé ce qu'on appelle le dispositif national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. C'est un dispositif multisectoriel, ce n'est pas le dispositif du CSA. Le CSA est un membre du dispositif. C'est vrai que c'est lui qui coordonne, qui assure le secrétariat, mais c'est un dispositif qui a plusieurs instances. Il a une instance décisionnelle qui est présidée par le Premier ministre. Donc c'est l'instance suprême, c'est elle qui prend les décisions après qu'on lui remonte tous les rapports de diagnostic et toutes les propositions. Donc c'est ça, c'est le comité de programmation alimentaire présidé par le Premier ministre qui coordonne toute la réponse. Et tous les ministres concernés par la problématique de la sécurité alimentaire ou de la réponse sont membres. Donc comment travaille ce dispositif? Ce dispositif, déjà, il fait un diagnostic de la situation. Donc dès le mois de novembre, à la fin de l'hivernage, on met sur la table un rapport sur la situation du pays en termes de sécurité alimentaire. Comment l'hivernage s'est déroulé, quelle est la situation des prix, quel est le nombre de personnes touchées, où sont les zones les plus affectées, etc. Ça, c'est le rapport diagnostique. Il est fait par tous les ministères et les partenaires dans le cadre du dispositif national de prévention et de réponse. Une fois qu'on a un diagnostic consensuel de la situation alimentaire et de ce que nous devons faire comme réponse, on passe au second plan, à la seconde phase, c'est établir un plan de réponse national, ce qu'on appelle un plan de riposte. Chaque année, parce que la Mauritanie, chaque année, il y a des personnes en insécurité alimentaire. Comme je vous l'ai dit, c'est un pays où il y a beaucoup de zones vulnérables. Chaque année, même quand il y a une bonne pluie, il y a quand même des zones. Donc on fait un plan national de réponse, on dit cette année, on va toucher tel nombre de personnes, etc., avec des distributions gratuites, tel nombre, avec la nutrition, on va couvrir tel nombre d'enfants, etc. Et s'il y a besoin d'une réponse au cheptel aussi, on la chiffre, on va vendre tel tonnage pour préserver le cheptel. Tout ça, c'est mis dans le plan national de réponse. Donc,
on établit en concertation avec tous les départements, l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, la santé, etc., un plan national de réponse qui est validé par le CPA, le comité de programmation alimentaire. Généralement, il est validé en décembre ou janvier. Une fois que ce plan est validé, on s'oriente vers la mobilisation des ressources pour financer ce plan. Donc c'est une étape aussi importante du processus de la réponse. Donc il y a des concertations avec les partenaires pour savoir qui va financer tel programme, qui va contribuer à l'enveloppe, etc. Et le gouvernement aussi mobilise des ressources. Ces derniers temps, avec les problèmes que rencontrent ces partenaires, la plus grande partie est mobilisée par le gouvernement. Donc le gouvernement, et on essaye de combler le gap pour trouver un financement de la réponse. Toutes les activités qui sont dans le même plan de réponse qu'on appelle plan de réponse du gouvernement. Il n'y a plus de plan de réponse du gouvernement, plan de réponse des partenaires. Il y a un seul plan de réponse qui est le plan de réponse du gouvernement où tous les partenaires intègrent ce plan. Une fois qu'on a mobilisé les ressources, on passe maintenant à la phase exécution de la réponse. C'est la phase où on est actuellement maintenant en début juin en Mauritanie, où on va mener bientôt les actions de réponse. Chaque partenaire a aussi sa contribution. Le gouvernement, le CSA, on connaît sa contribution. TAASR, on connaît sa contribution. Le ministère de la Santé, c'est un plan. Donc il y a une nette coordination pour la réponse humanitaire entre le gouvernement, les différents départements du gouvernement et les partenaires. D'accord. On revient sur le projet PRASM. J'aimerais savoir de quoi il se distingue des précédents projets, notamment le PAPASSEMI par exemple. Le PRASM vient capitaliser les acquis du PAPASSEM. Et tout en proposant une démarche plus intégrée et territorialisée. Donc le PAPASSEM s'intéressait plus aux infrastructures et à la production agricole. Le PRASM lui abatte le pas, mais il intègre une dimension novatrice, celle du système éducatif, de l'éducation des enfants. Et justement, c'est quoi le rôle des autorités locales et aussi des communautés, par exemple? Bon, les autorités locales et les communautés bénéficiaires sont au centre du dispositif d'identification et d'approbation du programme. Dans une approche participative. Les bénéficiaires se prononcent sur les activités qu'on entend réaliser. On prend leur consentement et leur adhésion pour que plus tard ils les accompagnent, ils se l'approprient. Et les autorités communales sont associées à travers le plan de développement communal. Et les autorités régionales sont associées en amont et en aval. En amont, au niveau régional, à travers ce qu'on appelle le comité régional de développement, c'est l'instance suprême au niveau de l'OEA qui programme et valide la programmation du projet. Et à l'échelle nationale, les autorités régionales, à la personne du Wadi, sont membres du comité de pilotage du projet. Tout à l'heure, vous nous avez un peu parlé de la sélection des bénéficiaires. Et ces bénéficiaires qui bénéficient des activités génératrices de revenus, par exemple, comment ces activités sont sélectionnées, par exemple? Comment vous dites telle activité ou telle activité? Comment vous arrivez à définir les types d'activités génératrices? Le type d'activité à arrêter, premièrement, ça doit émaner d'expression des bénéficiaires elles-mêmes. Et si la commission technique qui est sur le terrain s'aperçoit que la proposition avancée par la collectivité s'y est bien aux spécificités du terrain, elle est entérinée automatiquement. Alors, M. Moulet, la CESA, nous avons parlé de la crise tout à l'heure, ce qui nous a permis de savoir que nous sommes quand même vulnérables. Alors, comment le commissariat réagit justement à cette crise? Ou comment elle arrive à gérer des crises soudaines, des grandes crises, des crises alimentaires notamment? D'accord, merci beaucoup.
Donc c'est vrai qu'on est un pays vulnérable, mais la vulnérabilité dépend des conjonctures. D'accord, comme je vous ai expliqué, il y a des conjonctures, il y a des chocs. Il y a la sécheresse qui est un choc. Il y a la hausse des prix qui est un choc. Et c'est variable d'une année par rapport à l'autre. La plus grande crise que nous avons connue, c'était la crise en 2022, où il y avait une crise de sécheresse ici en Mauritanie. Et il y avait aussi une crise au niveau international, où il y avait une rupture internationale de l'approvisionnement. Il était difficile. Donc ça, c'était l'année presque la plus difficile pour la Mauritanie. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a l'anticipation. En 2022, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait anticipé la crise. Et donc, on a pris toutes les dispositions nécessaires, comme je vous l'ai dit, pour importer plus de 150 000 tonnes de blé, assurer l'approvisionnement du pays en blé, et que nous avons pu aussi monter rapidement des programmes de réponse. On avait monté un programme de réponse pour préserver le cheptel. On avait monté un grand programme de réponse pour apporter des distributions gratuites des vivres aux populations vulnérables, pour apporter des cash transferts. Les cash transferts, c'est des transferts monétaires. Parce qu'on a plusieurs niveaux de réponse à la crise. La première réponse, c'est ce qu'on appelle le cash transfert. Les gens qui sont en urgence, on les amène directement de l'argent. Pendant 4 mois, chaque mois, on leur donne une enveloppe pour qu'ils puissent s'approvisionner rapidement, parce qu'ils ne peuvent pas attendre les vivres, ils ne peuvent pas attendre. Donc, la première réponse, les gens les plus affectés, on leur donne le cash transfert. D'accord. Il y a une autre catégorie à laquelle on donne des distributions gratuites de vivres. C'est des catégories qui peuvent attendre un peu. Donc, on les amène des vivres. Il y a une autre forme de réponse, c'est la nutrition aux enfants. Quand il y a une crise, bien sûr, les premiers affectés, c'est les enfants, parce qu'ils ont une réduction de repas et leur corps ne peut pas supporter. Donc, on amène de la farine enrichie, on crée des centres de nutrition communautaire où on distribue 2 bouillies pour les enfants malnutris par jour, une bouillie le matin et une bouillie le soir. Mais c'est des bouillies enrichies avec du lait, avec de l'huile, etc. Donc ça, c'est des formes de réponse. Donc nous avons les réponses quand il y a une crise, on l'anticipe, on se prépare et on mène rapidement les programmes d'urgence. Il y a ce qu'on appelle les catastrophes subites, c'est les inondations. Les inondations, par exemple, ça, on ne peut pas anticiper ça. Mais comme je vous l'ai dit, la solution, c'est d'avoir des stocks de kits de secours prépositionnés dans les wilayas. On ne peut pas prévoir que demain ou après-demain, il y aura une inondation dans telle zone. Ça, c'est la crise alimentaire, on peut savoir qu'il n'y a pas eu de pluie ou que les prix sont en hausse et que d'ici 3 mois, les gens auront des difficultés. Mais les crises subites comme les inondations, on ne peut pas les prévoir. Donc, ce qu'on a eu comme solution, c'est d'avoir un fonds disponible pour réagir rapidement et avoir des kits de secours dans chaque wilaya avec un prépositionnement de vivres, un prépositionnement de matériel de secours. Et chaque fois qu'il y a une inondation, on essaie d'intervenir rapidement. D'accord. Et cela me ramène à vous demander quelle est la place qu'occupent les femmes dans la stratégie du CESA, notamment quand on parle de matière de résilience et de sécurité nutritionnelle. Donc, quand on parle de matière de résilience et de sécurité alimentaire, les femmes, donc ce que je peux dire quand même, que les femmes sont prioritaires dans le ciblage. Quand on va faire une distribution gratuite de vivres ou quand on va faire des cash transferts, les premiers ménages ciblés, c'est les ménages dirigés par des femmes, surtout quand elles sont veuves. Les femmes chefs de ménage sont toujours prioritaires dans tout ce qui est donné comme assistance, aide par le gouvernement. Je peux aussi parler sous le contrôle du directeur de la résidence qu'il y a récemment des typologies spécifiques aux femmes, des AGR qui sont spécifiques aux femmes, comme la couture, et je pense la teinture, etc. Les dépôts de gaz. D'accord. Les dépôts de gaz. Ça aussi, c'est des activités orientées directement, même des coopératives féminines qui font de maraîchage. Ça aussi. Et je peux aussi dire que même quand c'est un micro-projet agricole, ils exigent que dans le comité de pilotage, il y ait au moins une femme. Comité de gestion. Au comité de gestion, qu'il y ait au moins une femme. Deux femmes. 2 femmes même. D'accord. Donc ça aussi, c'est orienté pour vraiment faire participer les femmes. Et les programmes de nutrition sont gérés par les femmes généralement. Quand on ouvre un centre de nutrition communautaire,
c'est les femmes qui ont des ustensiles, c'est les femmes qui ont de matériel, c'est les femmes qui font des bouillies, c'est les femmes qui suivent les enfants. Donc voilà ce que je peux dire sur la participation des femmes aux activités du commissariat. Très bien. Alors, M. Sid Ahmed, comment vous, quand on parle du programme, comment est-ce que vous assurez le suivi et évaluation du projet et quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer justement la le projet PRASM, comme son prédécesseur, le PASM, dispose d'un dispositif de suivi et évaluation logé au niveau du programme et partie intégrante de son dispositif de gestion. Il est assuré par une unité de suivi qui découle de la direction sous la direction de l'Observatoire à la sécurité alimentaire. Et ce dispositif suit le programme du début jusqu'à la fin. Il fait une mission de terrain pour mission de collecte de données, des indicateurs au début du programme. Les indicateurs qui vont l'éclairer, nous éclairer sur l'atteinte ou non de l'objectif principal du projet. Lesquels? Par exemple, dans le cas d'espèces, le PRASM, nous avons le revenu des ménages qui est un indicateur très important. Nous avons le taux de scolarisation des enfants. Nous avons le taux des enfants malnutris. Et nous avons le pourcentage des enfants qui ont terminé leur cursus jusqu'à la fondamentale. Donc ces indicateurs sont pris au départ sous forme de ce qu'on appelle baseline. Et à la fin du programme, dans les mêmes localités, choisies au hasard, on relève les mêmes indicateurs pour savoir l'évolution et la tendance de l'évolution, est-ce qu'elle a été positive ou non. Et en fonction de l'indicateurs finaux, on peut se prononcer sur l'atteinte de l'objectif du projet ou non. Ok, très bien. Alors si on voit que le projet, ça marche bien et que le résultat, il est positif, est-ce qu'il est envisagé de le dupliquer vers d'autres régions, par exemple? Je crois que le PRASM en elle-même, par son intégration de la dimension du volet éducation, est une approche novatrice en Mauritanie. Et si bien sûr cette expérience pilote s'avère concluante, je crois qu'il n'y aura pas de problème de la dupliquer ailleurs en Mauritanie, parce que le pays a toujours besoin les parents d'élèves ont toujours besoin, là où ils sont, d'être accompagnés, surtout dans les milieux ruraux, que ce soit dans le centre-est mauritanien ou ailleurs. Alors, M. Moulay, comment vous arrivez à évaluer la participation communautaire dans les projets du CSA? La participation communautaire dans les projets du CSA. Donc, je vais même aller loin. Quelles sont les améliorations qui sont envisagées? La participation communautaire dans les projets, comme l'a dit le directeur de la résilience, les communautés, c'est eux-mêmes qui expriment les besoins déjà. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous ne venons pas imposer un programme à une communauté. Si elle n'a pas exprimé le besoin pour dire nous voulons avoir tel type de projet. Donc les communautés sont elles-mêmes qui s'expriment et qui nous amènent leurs demandes pour nous dire on veut que vous nous financiez ce programme. Deuxièmement, comme il a dit, ce programme ne peut pas être individuel, mais il faut que ce soit pour une communauté. Vraiment avoir une population qui vit de ce projet. Ça, c'est un critère d'éligibilité du programme. Donc ça aussi, c'est un mode de participation de la communauté. Il y a certains types de programmes. C'est les communautés eux-mêmes qui exécutent. Si le programme est élu, c'est eux-mêmes qui exécutent leur programme. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle les vivres contre travail. Les vivres contre travail, c'est une communauté qui vient nous demander de leur construire une digue, ou qu'ils ont une digue qu'ils veulent réhabiliter. Nous, on va leur donner le financement, mais c'est eux-mêmes qui vont aller réaliser leur digue eux-mêmes. D'accord. Donc, je pense que dans le futur aussi, de toute façon, pour que les programmes de résilience puissent vraiment réussir, il faut vraiment qu'il y ait
cette forme de c'est une méthode participative entre le gouvernement et les bénéficiaires. Je crois qu'il y a des chantiers qui sont à suivre dans ce domaine, mais déjà, on est déjà quand même sur une première voie pour arriver à mieux intégrer les populations dans D'ailleurs, c'était la question l'identification. que j'allais vous poser, les grands chantiers en cours qui sont à venir pour renforcer la souveraineté alimentaire en Mauritanie. Les grands chantiers vous savez, quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de deux volets. On parle de la souveraineté alimentaire. Ça veut dire l'autosuffisance en alimentation. Ça veut dire que le pays réduit sa dépendance de l'extérieur. Donc ça, ce n'est pas le rôle du CSA. Ça, c'est le rôle du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Pêche, du ministère de l'Élevage. Mais je peux quand même vous répondre qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours pour assurer l'autosuffisance alimentaire ou la souveraineté alimentaire au niveau du ministère de l'Agriculture, parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Il y a tout ce qui a été fait en termes d'irriguer au niveau de la vallée. Aujourd'hui, on est presque autosuffisant en riz. Il y a des efforts aussi qui sont faits au niveau du maraîchage. Donc, il y a une production de maraîchères et de fruits qui commence à être aperçue sur le marché. Donc, et même au niveau de ce qu'on appelle l'agriculture traditionnelle, ils sont en train de faire des barrages dans les zones où on peut faire des retenues d'eau. Et ils sont même en train d'introduire la mécanisation de l'agriculture traditionnelle. Tout ça va bien sûr dans les prochaines années nous conduire vers une prise en charge d'une grande partie de notre besoin alimentaire. Parce que nous venons de loin, avant nous ne produisions que 30% de nos besoins. Maintenant, ça évolue et j'espère que dans les prochaines années, on va atteindre cette souveraineté alimentaire. Le rôle du CSA, c'est l'autre volet. C'est les gens qui n'arrivent pas à produire suffisamment ou à accéder à l'alimentation. Nous, notre problématique, c'est les gens qui n'ont pas une consommation alimentaire suffisante ou irrégulière, qui n'arrivent pas soit à produire suffisamment de produits alimentaires pour contribuer à leur alimentation, soit ils n'ont pas l'accès monétaire pour acheter les vivres sur le marché. Et c'est pourquoi on vous a dit qu'on s'est beaucoup orienté vers la résilience, l'appui aux communautés vulnérables pour qu'ils puissent améliorer leur production, leur productivité avec des micro-projets de développement orientés uniquement vers les communautés vulnérables et des activités génératrices de revenus pour renforcer leur pouvoir d'achat. Et ici, on a aussi beaucoup de programmes qui stabilisent. Le programme Tamouine de vente subventionnée des produits alimentaires, c'est un programme aussi qui aide beaucoup les populations à assurer un accès régulier à l'alimentation. Donc notre objectif, c'est de pouvoir éviter des crises alimentaires sévères à la Mauritanie par l'anticipation. Donc, alhamdoulilah, on n'a jamais vu une grande famine en Mauritanie parce que toujours on prend les mesures nécessaires pour intervenir avant qu'il n'y ait de crise. D'accord. Le rôle du CSA, c'est vraiment de stabiliser la situation alimentaire des populations les plus vulnérables. Alors, peut-être que vous avez un message que vous souhaitez adresser aux populations rurales qui peut-être comptent sur l'action du CSA pour faire face à leurs difficultés quotidiennes. D'accord. Donc, le CSA a pour mission, comme je l'ai dit, de prévenir les crises alimentaires et de les gérer quand il arrive. Chaque année, il y a un nombre de personnes, parce qu'on est un pays vulnérable, chaque année, il y a un nombre de personnes qui a des difficultés à s'alimenter. Mais le CSA suit leur situation régulièrement et a l'information. Et chaque fois qu'il y a besoin, il y a des programmes de réponse qui sont faits. Et maintenant, avec les dispositifs, la mobilisation des ressources et la coordination est devenue aussi plus facile. Par exemple, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il n'y avait pas de coordination. Et on pouvait avoir une Mokata qui bénéficie de tous les acteurs et à côté, il y a une Mokata où il n'y a pas d'acteur qui intervient. Maintenant, avec la coordination et avec le même plan de réponse que tout le gouvernement doit suivre, maintenant, on réussit à couvrir tous
les gens qui ont besoin d'une assistance. Par exemple, cette année, avec les différents programmes, avec notre plan de réponse, avec les fonds que nous avons eus entre l'État et le gouvernement, et avec la répartition des Mokata, chaque Mokata, là où il y a un besoin d'intervention, le gouvernement a déjà mobilisé avec ses partenaires les ressources nécessaires pour commencer dans les meilleurs délais, des distributions de gratuité de vivres, des cash transferts, des programmes de SAFS aussi, des stocks alimentaires villageois. J'ai oublié de vous parler, il y a dans certaines zones, nous on a aussi, il y a le stock national de sécurité qui est au niveau national, mais dans chaque communauté, on a ce qu'on appelle un stock national, un stock villageois de sécurité. C'est 10 tonnes qui est donné par le gouvernement à travers le CSA à une communauté qui peut vendre à prix réduit. Avec l'argent qu'ils génèrent, ils peuvent aussi acheter sur le marché et vendre ainsi de suite. C'est un stock aussi qui renforce la résilience de ces populations. Il y a tous ces programmes qui sont en cours. Très bien. Alors, M. Sid Ahmed, je pense que vous l'aviez dit lorsque je vous avais posé la première question même. Vous avez parlé de cette coopération italienne. Donc là, je vous redonne la parole pour peut-être donner le rôle que joue justement cette coopération dans le développement du PRASM et comment s'articule ce partenariat avec les priorités nationales. La coopération italienne à travers ce qu'on appelle l'AICS, l'agence italienne de coopération pour le développement basée à Dakar et qui a compétence sur Nouakchott pour la Mauritanie, est un partenaire stratégique et engagé. Il soutient non seulement la Mauritanie financièrement, mais aussi assiste la Mauritanie dans la construction technique des projets. Et entretient une relation de partenariat au développement depuis 2008 avec le CSA. Et ce partenariat s'inscrit dans le cadre des priorités nationales en matière de sécurité alimentaire. Ok, merci beaucoup. Je reviens vers vous, Moulay. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que je pense que l'émission commence à toucher à sa fin. Il ne reste plus que quelques minutes si vous avez un dernier mot. D'accord. Un message. Donc, le dernier mot, c'est pour rassurer un peu toutes les populations, surtout les populations vulnérables, comme quoi le gouvernement a donné au CSA la mission de veiller à leur sécurité alimentaire. Comme je vous l'ai dit, nous avons une population vulnérable qui fait face à beaucoup de chocs et le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires. Déjà, pour maintenir un niveau régulier des programmes de stabilisation. Il y a des programmes qui stabilisent la situation. Le programme témoigne de vente subventionnée de produits alimentaires, c'est un programme régulier. Le programme des cantines scolaires, qui est un programme régulier, etc. Les micro-projets de développement qui renforcent la résilience. Donc ça, c'est des programmes réguliers dont les populations peuvent en bénéficier à tout moment. Et chaque fois qu'il y a une crise, ou il y a le spectre d'une crise qui peut toucher les populations, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour élaborer un plan de réponse, de mobiliser les financements et assurer une assistance alimentaire aux populations à risque d'insécurité alimentaire avant que la situation ne se dégrade. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Et vous, M. Teguedi? Moi, si j'ai un dernier mot à dire, c'est plutôt adressé aux autorités communales et régionales, plutôt locales. Ce que nous sommes en train, comme vous l'avez si bien dit au début de l'émission, nous venons de lancer le programme PRASM, qui sera traduit sur le terrain par des actions correctes, concrètes et dans le cadre de développement à la base. Et cela mérite un coup de main de la part des communes par l'établissement à temps de leur plan de développement communal. Ça sera, s'ils le feront, ils auront au moins atteint à 60% la peine d'émission de terrain qui iront bientôt pour l'identification des projets. Très bien, très bien. Alors, chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Nous remercions vivement nos invités, M. Moulay Saïd Baba Aynina, qui est à ma droite, et M. Ahmed Teguedi, Sid Ahmed Teguedi, du commissariat à la sécurité alimentaire pour leur éclairage précieux
sur la stratégie nationale de sécurité alimentaire et les perspectives du programme PRASM. À travers cette initiative, c'est toute une dynamique de résilience, d'autonomisation communautaire et de développement intégré qui se met en place dans les régions du centre et de l'est de la Mauritanie. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de Zoom Sur. Très bonne soirée à tous.